Décembre 1944. Dans les Ardennes, les GI américains de la 12e armée grelottent dans une forêt glaciale et enneigée. Pour la plupart, il s'agit de soldats inexpérimentés ou de soldats fatigués après de durs combats en Normandie. Les Ardennes sont un secteur calme. Les généraux américains sont clairs, le risque d'une attaque allemande dans la zone est quasiment nul. Les GI peuvent se reposer. Pourtant, à la sortie du massif, des milliers de chars allemands, dont les terribles chars Tiger, avancent silencieusement. Le renseignement américain relève ces mouvements inquiétants, mais l'état-major ne s'en alarme pas. Les jeunes GI ne le savent pas encore, mais une gigantesque contre-offensive réunissant toutes les forces allemandes en Europe de l'Ouest va s'abattre sur eux. C'est l'histoire de la bataille des Ardennes. À la fin de l'année 1944, l'Allemagne est cernée de toutes parts, la fin est proche. À l'ouest, les Américains, les Canadiens et les Britanniques ont réussi à sortir de la Normandie et se sont établis sur le fleuve de la Meuse, aux portes de l'Allemagne. Ils temporisent pendant l'hiver, mais ne tarderont pas à repartir à l'offensive au printemps. À l'est, c'est encore pire. L'armée rouge a reconquis l'essentiel du territoire perdu et patiente sur la Vistule, aux portes de la frontière allemande. Les soviétiques ont payé un énorme tribut depuis 3 ans avec des millions de morts, civils comme militaires. Il ne s'agit pas seulement pour eux de vaincre l'Allemagne, mais aussi de se venger, et leur férocité n'aura aucune limite. Ce terrible bilan n'affecte pas l'optimisme d'Hitler. Le Führer pense encore qu'un retournement de situation est possible. Contrairement à une idée répandue, les forces allemandes sont toujours redoutables. Bien que le complexe militaro-industriel allemand ait subi de gros dégâts à cause des bombardements alliés et que le carburant commence à se raréfier, l'Allemagne dispose de 70 divisions sur le front ouest, autant que les Alliés. Hitler veut attaquer les Alliés par surprise à l'ouest dans les Ardennes. Son projet fou est de reproduire le succès de 1940 contre la France. Ses objectifs sont surréalistes. Il souhaite s'emparer de ponts sur la Meuse, mettre la main sur les dépôts de carburant de l'ennemi et faire tomber le port d'Anvers, principal port d'approvisionnement des Alliés. Une partie des armées britanniques stationnées au nord de la Belgique seront ainsi encerclées. Les Alliés n'auront alors d'autre choix que de négocier la paix avec Hitler, qui pourra mobiliser toutes ses forces restantes contre l'armée rouge et avoir peut-être une chance de stopper les soviétiques. Les rares généraux allemands ayant été mis au courant des intentions d'Hitler, Gerd von Rundstedt et Walter Model en tête, sont consternés. Ils envisageaient plutôt une offensive beaucoup moins ambitieuse mais beaucoup plus réaliste, réduire le saillant allié d'Aix-la-Chapelle, première grande ville allemande prise par les Alliés quelques semaines plus tôt. Les armées allemandes n'ont que 5 jours de carburant et si elles ne s'emparent pas des dépôts de carburant alliés, l'offensive d'Hitler tournera à la catastrophe. Mais le Führer ne laisse pas le choix à ses généraux. À mesure que la préparation de la bataille avance, certains officiers se laissent convaincre avec un mélange d'euphorie et de désespoir. La principale poussée allemande est confiée au général SS Joseph Dietrich et à sa 6e Panzerarmee de 120 000 hommes. Sa mission est de percer dans le nord des Ardennes, entre Liège et Huy, avant de s'emparer du port d'Anvers. Un peu plus au sud, la 5e Panzerarmee de von Montefeld couvrira le flanc de l'offensive principale et aura pour objectif de percer à Dinant, au même endroit que 4 ans auparavant lors de la bataille de France. La 7e armée allemande au nord et la 15e armée au sud épauleront l'offensive principale. Et les Allemands peuvent s'appuyer sur une arme redoutable, les chars Tiger, dont le Royal Tiger, un monstre de 70 tonnes, capable de détruire n'importe quel char allié et pratiquement indestructible. Les services de renseignement alliés perçoivent au mois de décembre 1944 de nombreux mouvements allemands à la sortie des Ardennes. Ils perdent notamment la trace de la 6e Panzerarmee. Sans retenir la leçon de 1940, l'état-major ne s'en inquiète pas, arguant que les Allemands sont beaucoup trop affaiblis pour représenter une menace. Seulement 6 divisions alliées sur les 69 en Europe de l'Ouest sont postées dans le secteur. Hitler nomme l'opération Garde au Rhin pour faire volontairement croire à un plan défensif et tromper les Alliés. Il rappelle aussi le général von Rundstedt, considéré par les Alliés comme un spécialiste de la stratégie défensive au commandement des forces allemandes de l'Ouest. Mais Hitler ne va pas s'arrêter là dans la désinformation. Il a lui-même l'idée de monter une opération d'infiltration de soldats allemands dans les lignes ennemies.
Ces commandos spéciaux, dirigés par le colonel SS Skorzeny, se déguiseront en GI américains pour s'emparer des ponts sur la Meuse et faciliter le passage des troupes. Après les gigantesques opérations de tromperie de la part des Alliés lors du débarquement en Normandie, Hitler compte bien leur rendre la pareille. Le 16 décembre 1944, à 5h30 du matin, 1900 canons d'artillerie allemands répandent un déluge de feu sur le secteur des Ardennes. Les Américains sont totalement surpris. Les GI, effrayés, sortent de leur sac de couchage et se terrent dans leurs tranchées, attendant la fin du bombardement dans un froid glacial. Le temps est mauvais, les nuages sont bas. Les avions alliés sont incapables de décoller pour mesurer l'ampleur de l'attaque. Les Américains aperçoivent alors une lumière étrange, un clair de lune éblouissant. En réalité, ce sont des milliers de projecteurs allemands qui éclairent les nuages pour améliorer la visibilité. L'infanterie allemande s'élance. En tenue de camouflage blanche, les soldats allemands progressent dans le brouillard de la forêt, dans un décor presque irréel. Les soldats américains plissent les yeux et aperçoivent entre les arbres les premiers canons des terribles chars allemands. L'ennemi ouvre le feu. Ils sont submergés, encerclés et perdent bientôt toute communication avec l'arrière. À l'état-major allié, ils ne réalisent pas encore l'ampleur de l'attaque. Le général américain Bradley assure à Eisenhower, le chef des forces alliées, qu'il s'agit d'une attaque préventive des Allemands pour tester les forces américaines. Mais Eisenhower pressent le danger et ordonne l'envoi de 3 divisions en renfort dans la zone. Le lendemain, le général Bradley, de retour à son quartier général proche du front, écarquille les yeux devant la carte montrant les avancées allemandes. L'attaque est massive. Les intentions des Allemands ne sont pas claires et une grande confusion se répand au sein des états-majors alliés. Le bruit court que les Allemands foncent vers Paris. C'est exactement la même fausse rumeur que les généraux français avaient cru en 1940. Certains des soldats allemands infiltrés dans les lignes américaines sont arrêtés et révèlent qu'ils ont pour but d'aller assassiner le chef allié Eisenhower. C'est la panique générale. Le 19 décembre, Eisenhower réunit une réunion de crise en présence du général Montgomery, qui commande les forces britanniques au nord des Ardennes, et des généraux Bradley et Patton, qui commandent les forces américaines. Les ordres d'Eisenhower sont de contenir l'avancée allemande sur la Meuse, en attendant l'amélioration du temps pour que l'aviation alliée puisse décoller. Au nord de l'attaque, la 6e Panzerarmée du SS Dietrich a du mal à progresser. Elle est bloquée par une résistance acharnée des Américains, de la 2e division d'infanterie qui a combattu en Normandie et de la 99e, inexpérimentée mais qui défend férocement. Les soldats allemands, dont une grande partie vient de la SS, commettent des massacres en violation des lois de la guerre. Les soldats SS de Joachim Pepper abattent des dizaines de prisonniers américains de sang-froid, les laissant dans la neige, bientôt dévorés par les sangliers. Quelques hommes échappent à ces massacres et parviennent à rejoindre leurs unités. Les soldats américains, en l'apprenant, sont enragés et ont soif de vengeance. Au sud, la 5e Panzerarmée de Manteuffel perce rapidement les lignes américaines et fonce vers le fleuve de la Meuse. Dinant n'est plus qu'à quelques kilomètres. Mais les Allemands se heurtent à une résistance inattendue dans la ville de Bastogne qui retient une partie des forces. Bastogne est un nœud logistique crucial pour les Allemands qui leur faciliterait la route vers le port d'Anvers. Les divisions de Manteuffel encerclent Bastogne. La ville est défendue par la 101e division aéroportée américaine du général McAuliffe, solidement retranchée mais très mal équipée, surtout pour le froid. Les soldats américains portent encore leur uniforme d'été et souffrent terriblement des températures glaciales, surtout la nuit. Les gelures se multiplient. Le mauvais temps persiste toujours et le largage de matériel est impossible. Les Allemands envoient à McAuliffe une demande de reddition à laquelle il répond en un seul mot, devenu culte, nuts, traduction, même pas en rêve. Aux abords de la Meuse, les Allemands sont contenus par 10 divisions alliées et sont encore très loin de s'emparer des ponts. Surtout, ils n'ont pratiquement plus de carburant. Ils commencent à comprendre qu'ils n'iront pas plus loin. Une partie des forces fait demi-tour et vient renforcer le siège de Bastogne. Le général américain Patton donne alors l'ordre à sa 3e armée de se porter au secours de la ville de Bastogne. Le 23 décembre, le temps s'améliore enfin et les avions alliés décollent. Ils larguent du matériel à la division américaine qui défend la ville et bombardent les arrières des Allemands pour saper leur chaîne logistique. Les soldats de Patton arrivent à briser l'encerclement de Bastogne et à créer un couloir par le village d'Assenois au prix de lourdes pertes.
le rapport de force commence à s'inverser. À la fin du mois de décembre, les Américains contre-attaquent avec la 3e armée de Patton au sud et la 1re armée du général Hodges au nord. Face à une pression insupportable, pilonnée par l'aviation alliée, les Allemands finissent par se replier dans une désorganisation totale. C'est la Bérésina. À la fin du mois de janvier, les Allemands ont été repoussés derrière leur ligne de départ, avec des dizaines de milliers de morts. À des milliers de kilomètres à l'est, les Soviétiques ont lancé leur offensive pour percer le front allemand en Pologne avec plus de 3 millions d'hommes. La bataille des Ardennes est un échec total, l'Allemagne plonge dans un cauchemar.